Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder l'exercice résolu sur le chapitre leçon, une information encodée du manuel Hatier. Donc c'est l'exercice qui s'appelle numérisation et compression, page 219. Donc on vous dit, donc on vous donne un schéma, donc ici un graphique pardon, donc de la tension en fonction du temps. On vous dit on souhaite enregistrer le signal correspondant donc au son émis par une flûte. Pour cela, on utilise un micro relié à un CAN, donc convertir analogique numérique connecté à un ordinateur. Le microphone permet de transformer le signal sonore en signal électrique. La courbe ci-contre représente l'évolution de la tension électrique proportionnelle à l'intensité sonore aux bornes du microphone en fonction du temps. Les constructeurs du convertir analogique numérique fournit les indications suivantes. Quantification, on vous dit Q égale 16 bits. Fréquence d'échantillonnage maximale 10 kHz. Alors, première question. Alors, je vous conseille déjà, vous le cherchez, cet exercice, pendant une quinzaine de minutes. Vous cachez la correction. Et après, vous regardez avec votre cours si vous voulez. Et ensuite, vous regardez la correction. Et ensuite, vous faites le point. Le signal sonore émis par l'instrument de musique est-il un signal numérique ou un signal analogique? Donc là, on voit clairement que le signal émis par la flûte est un signal analogique, puisqu'il évolue de manière continue. En utilisant le graphique ci-contre, déterminer la période du signal de départ, en déduire sa fréquence. Alors, pour déterminer la période, c'est ce qu'on vous dit ici, la période d'un signal analogique correspond à la durée du motif. Donc il faut repérer un motif. Alors vous partez. Si vous partez d'ici, vous voyez que ça fait hop, et on va jusqu'ici. Donc on voit clairement 2 secondes. Si vous partez ici, vous voyez, en partant du trait sur 1 seconde, donc on est ici, donc la période, hop, et on s'arrête là. Donc ici, on s'arrête à 3 secondes. Donc ça veut dire qu'ici, la période, donc ça serait égal à 3 moins 1. Donc ici, on serait bien aussi égal à 2. Donc en gros, il y a autant de motifs surlignables que d'élèves dans une classe. L'objectif est quand même de partir d'un point qui est facilement repérable. Alors les points repérables, c'est souvent les maximums, les minimums, ou alors les points qui passent par ceux qui sont plus facilement lisibles, on va dire, c'est ceux qui sont sur les axes, mais ça ne passe pas forcément par des graduations. Donc là, par contre, on voit clairement que la période ici, elle représente 2 millisecondes. Ensuite, on vous dit les caractères, sa fréquence. Donc c'est pour ça que dans la correction, ensuite, regardez bien, donc ils vous disent d'après la période et vos 2 millisecondes, la fréquence f est donc égale à f égale 1 sur t. Ils convertissent, attention, la période doit être en secondes, 1 divisé par 0,02, donc s'ils ont mis 2 millisecondes, ils auraient pu mettre 2,0 au niveau de la lecture, parce qu'il y avait marqué 2,0. Donc ça fait 500 Hz. Alors là, regardez bien, dans le livre, il y a quand même quelques petites imprécisions, c'est-à-dire que là, ils ont mis 2 millisecondes, alors qu'ici, ils auraient pu mettre 2,0, comme indiqué ici. Et ensuite, là, si vous mettez qu'un seul chiffre significatif, là, en fait, en absolu, on ne met pas 500, on met 5 fois 10 puissance 2. Bon, ça fait 500, mais au niveau de l'écriture, ce résultat est trop précis. Donc 500 Hz. Alors, la question 3 vous dit les caractéristiques du CAN sont-elles adaptées pour obtenir un signal numérique suffisamment fidèle? Donc en gros, pour être suffisamment fidèle, le cours, vous avez dû voir que ici le critère de Shannon, pour qu'il y ait une bonne numérisation, c'est-à-dire qu'il faut que, en gros, le critère de Shannon vous dit que la fréquence d'échantillonnage doit être au moins le double de celle du signal. Donc ici, nous avons, donc là on vous dit la fréquence du signal est égale à 500 Hz. D'après le critère de Shannon, la fréquence d'échantillonnage doit être au moins au double de cette valeur, soit 1000 Hz. Et on vous dit ici que pour que le signal soit le plus fidèle possible, donc au signal analogique, la fréquence d'échantillonnage maximale du convertisseur est largement supérieure. On voit qu'on est à, c'est donné dans le sujet ici, je vous remontre, 10 kg, c'est-à-dire 10 000. Nous, il faut qu'on soit au minimum à 1000. Donc on est largement bien avec ces 10 000 pour pouvoir avoir un signal qui sera très proche du signal analogique. À la question 4, on vous demande calculer la taille du fichier numérisé obtenu avec une fréquence d'échantillonnage de 5 kg en stéréo avec 2 voix, donc si la durée est égale à 1 minute. Donc, la formule est la suivante. Alors, n'oubliez pas que cette formule-là, c'est rien d'autre que le nombre de secondes fois le nombre d'échantillons par seconde, fois le nombre de voix. Donc, s'il y a 2 voix, forcément, il y a plus d'informations, il y a 2 fois plus. Et ici, ça, c'est rien d'autre que le nombre de bits pour coder pour chaque échantillon. Donc je répète, nombre de secondes fois le nombre d'échantillons par seconde, ça donne en gros le nombre d'échantillons en tout. Et pour chaque échantillon, je m'ai dit pour chaque échantillon, vous prenez ici, donc ici un nombre de bits que vous divisez par 8 pour obtenir un nombre d'octets. Ok. Donc ici, la fréquence d'échantillonnage
5 kg, c'est-à-dire 5000. Ici, la quantification, regardez bien dans le sujet, ici on vous dit qu'elle est faite sur, je vais vous montrer ici, elle est faite sur 16 bits. Donc ici, elle est faite ici sur 16 bits. Il divise par 8, fois 2 parce qu'il y a deux voies, fois 60, puisque ici, il faut bien mettre ça en secondes, attention. Donc si vous avez ici le nombre de secondes fois le nombre d'échantillons par seconde, c'est-à-dire que 60 fois 5000, ça ferait le nombre d'échantillons. Vous multipliez ça par 16 parce qu'il y a 16 bits, vous divisez par 8 si vous voulez des octets, et vous multipliez par 2 parce qu'il y a deux voies. Donc ce qui vous donne 1,2 fois 10 puissance 6 octets, soit 1,2 mégaoctets. Alors si vous divisez pas par 8, en fait, ce que vous aurez, c'est pas des octets, c'est des bits, hein, ici. Ensuite, on vous dit le fichier attendu, donc, et le fichier attendu, on vous dit, le fichier obtenu, pardon. Pardon, le fichier obtenu, donc, est ensuite compressé au format MP3 avec un taux de 90%. Donc ça veut dire qu'on compresse de 90%, ça veut dire qu'en gros le fichier à la fin il fait 10% du fichier initial. Donc on va appliquer la formule. Donc ici, si vous appliquez la formule, vous dites que le taux de compression est défini par la formule taux égale 1 moins la taille du fichier sur la taille du fichier initial. Donc ici, on connaît le taux de compression. Donc taux, on met 0,9, 1 moins la taille du fichier compressé divisé par la taille du fichier initial. La taille du fichier initial, on est ici à 1,2. Si vous mettez 1,2 ici, ça veut dire que dans la taille du fichier que vous allez obtenir à la fin, vous aurez la même unité que ça, c'est-à-dire des mégaoctets. Donc vous faites vos petites manipulations mathématiques et vous allez obtenir ici, donc on a une taille, pardon, qui vaut 1 moins 0,9, qui est égal donc à 0,1 fois 1,2, ce qui donne 0,12 mégaoctets. Donc ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'était assez logique ça en fait. Si vous compressez un fichier qui fait 1,2 mégaoctets de 90%, c'est-à-dire qu'en gros il va en rester 10%, et bien ici on voit bien que 10% de 1,2 ça fait bien 0,12. Donc c'est pour ça que si vous avez cette formule là et que vous en l'avez oublié, ne perdez pas votre côté lucide, c'est-à-dire que si vous compressez de 50%, bah, il vous en reste 50. Si vous compressez de 90%, en gros, c'est que il vous en reste, la taille, c'est 10% du fichier initial. Donc 90% de compression, c'est quand même un taux de compression assez énorme. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile.